peut paraître curieux, mais néanmoins, quand on regarde la littérature et quand on commence à s'impliquer un peu dans le big data et la cancérologie, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de choses qui apparaissent autour de la recherche, et notamment de la recherche en cancérologie et de l'analyse en big data. Et actuellement, même en France, il y a des groupes qui commencent à participer à ça, un groupe qui s'appelle Epidemium, dont je fais partie d'ailleurs, et qui commencent à faire de l'algorithmique sur des bases de données volumineuses. Alors, pourquoi le big data? Alors, s'il faut prendre des références, on a vu une espèce de changement de paradigme, changement de volumétrie avec l'évolution de ce qu'a été la loi de Moore. La loi de Moore, je le rappelle, au départ, Moore, c'était l'ingénieur qui avait dit en fait, qu'il y avait une loi qui faisait qu'on progressait, il y avait une progression du nombre de microprocesseurs dans les structures qui doublait pratiquement tous les ans et demi, 2 ans. Et en parallèle de ça, ça veut dire qu'en fait, il y avait une augmentation des capacités. Et ce qu'on constate, c'est qu'en l'espace de quasiment 40 ans, on a multiplié par 2 puissance 20, c'est-à-dire plus d'1 million de fois, les capacités et les vitesses de l'action de nos ordinateurs. Alors, si on devait raisonner comme ça, et si on, par exemple, en prenant l'évolution technologique de l'informatique, et si on l'appliquait à l'aéronautique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un avion, on a un vol qui fait New York-Paris, en moyenne, il y a 40 ans, on mettait 8 heures. Et si l'évolution de la technologie avait suivi le même parallèle avec l'aéronautique, combien de temps on devrait mettre actuellement? 0,02 secondes. Voilà ce que ça implique. À partir de là, il y a aussi le problème lié à la capacité de stockage des disques durs. Et là, c'est un autre concepteur qui s'appelle Martin Hilbert qui a montré qu'il y avait un changement de paradigme. Actuellement, on a basculé dans un point qui s'appelle la singularité technologique. C'est-à-dire, en fait, on a franchi une espèce d'horizon technologique, c'est un parallèle avec les trous noirs, et on est dans une espèce de course, enfin, une accélération quasiment vertigineuse sur le stockage en production de données. Et le big data, c'est une espèce de buzzword et qui regroupe beaucoup de notions pour lesquelles la plupart des gens ne savent pas exactement les contours ou le périmètre de ce que ça recouvre. Généralement, la plupart des gens pensent volume. En fait, le big data, c'est 4 V. Il y a la volumétrie, certes, ce dont je viens de vous parler, mais il y a aussi la vélocité. La vélocité, c'est la capacité de traiter de plus en plus rapidement. Et ça passe par, en fait, l'existence d'une architecture distribuée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille plus sur un ordinateur portable à notre domicile ou chez soi. C'est l'utilisation par cet ordinateur portable d'un système de réseau dans un cloud où on a des ordinateurs multiples, avec des nœuds multiples et des capacités multiples et élastiques. Ce qui fait qu'on a une capacité de traitement de la donnée qui est du quasi-temps réel. Après, le 4e V, c'est la variété, c'est-à-dire qu'on ne traite pas que des données structurées, on traite aussi des données dites non structurées, on traite aussi de l'image, on traite du son, on traite des choses qui sont extrêmement hétérogènes, et c'est ce qui fait le problème qu'on revoit sur le 4e V, c'est la véracité, c'est-à-dire traiter la qualité des données qu'on stocke, qu'on va avoir à alimenter, par la qualité de la véracité de ce qu'on va mettre en algorithme. Et ça, on rejoint la problématique de Google FluentRange. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ils avaient fait un moteur basé sur l'intelligence artificielle dans lequel ils avaient mis un système de paramétrage tenant compte notamment des mouvements de bruit sur les réseaux sociaux. Le problème, c'était la qualité de recueil des données qui fait qu'en fait, il avait une surévaluation des épisodes d'épidémie. Et donc, ça fait 3 ans que Google FluentRange le trouvait, mais il ne fonctionne plus comme il était prévu de fonctionner. Pour traiter les données, pour les amalgamer, les aspirer, on a en fait un système d'algorithme qui s'appelle MapReduce, et en fait on le retrouve au travers de ce petit éléphant qui est la plateforme Hadoop de Apache, qui est le symbole. Alors, à quoi ça sert de faire du big data? Ça sert à 2 grandes choses. Ça sert à faire d'abord de la data visualisation. Pourquoi? Parce que quand on a des choses qui sont très complexes, très volumineuses, très variées, la data visualisation permet de vérifier ou de comprendre par de la visualisation. Est-ce qu'il existe un modèle? Ou est-ce qu'on comprend quelque chose? Ou est-ce qu'on peut en extrapoler un modèle? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire de l'analyse prédictive. Et on peut prédire, à partir de ça, certaines situations de maladie ou d'autres choses. Alors si on croise dans PubMed, IPEC, donc qui veut dire chip, et Big Data, on ne trouve rien. Bon, donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai essayé de construire des systèmes algorithmiques qui m'ont permis de traiter un certain nombre de questions. Alors, le premier, vous le connaissiez déjà, je vous l'avais déjà présenté il y a 2 ans,
c'était qu'on m'avait proposé il y a un sujet sur la chaleur. Et donc j'avais traité sur à peu près 50 ans 26 000 articles. En fait, je vais traiter les abstracts et les titres de ces articles au travers d'un système que j'avais aspiré. Et donc j'avais fait un traitement sur les mots. En fait, on voit des choses qui apparaissent, chaleur, cancer, tumeur, etc. Ça, c'était jusqu'à la période 2008. On voit que très clairement, il y a une tendance forte pour parler de termes autour de la chaleur physique. Et quand on regarde sur les dernières années, 2009-2014, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il faut nettoyer. Alors c'est ça qui est un peu différent dans le big data, c'est qu'en fait, il faut essayer d'éliminer les signaux forts, parce que ceux-là, ils se propagent, ils nous baladent. C'est surtout de retrouver le signal faible, qui est derrière et qui va être in fine, l'élément peut-être structurant et prédictif. Et là, en l'occurrence, quand on fait ça, on trouve d'autres choses. Et quand on fait ça sur la dernière période, on voit apparaître HSP, cells, protéines, sex, choc. Et donc là, on a clairement l'évolution actuelle de ce qui se passe dans la chimio-hyperthermie, tout au moins dans l'utilisation de l'hyperthermie, c'est le traitement du micro-environnement, les problématiques liées à l'immunologie locale. Et si on fait une analyse des métadonnées sur les journaux qui publient, on s'aperçoit que c'est curieux quand même. Normalement, on devrait avoir un case mix à peu près équilibré. Et là, on se retrouve avec un journal, International Journal of Hyperthermia. Bon, c'est vrai qu'il traite beaucoup d'hyperthermie, c'est clair. Il parle souvent d'hyperthermie physique. Et quand on regarde, il y a un conflit d'intérêts parce qu'en fait, dans le groupe, si on regarde un peu, ils sont financés par un groupe industriel. Et donc, voilà, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une premier élément qu'on peut avoir au travers du big data, c'est essayer de trouver effectivement s'il y a une certaine franchise dans les publications. Après, un autre type de graphe. Alors, quand je vous ai parlé de data visualisation, c'est qu'en fait, on sort des schémas de graphes habituels. On est sur des modalités où on utilise de l'informatique, on utilise en général du JavaScript, qui est une implémentation un peu compliquée, mais qui permet de produire des graphes dont vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est pour ça que je vous montre un certain nombre de choses. Alors ça, c'est un string graph. Il reprend sur les 10 dernières années, de 2006 à 2016, dans les abstracts et les titles, les différents mots qui ont été écrits. À cela, on fait un cut, c'est-à-dire en fait, on prend les tops, et puis on élimine ceux qui, comme ils sont cancer, cancer, cancer. Et on ne traite que le fond, c'est-à-dire le signal, le vrai signal, le signal faible, mais qui est le signal qui fait le sens de l'article. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a des variations. Alors la morbidité, elle intéresse, puis elle n'intéresse plus. Ce qu'on s'aperçoit, ça varie. Ça varie au fil du temps. On voit que très clairement, la chirurgie, c'est important. On voit que c'est bien, là, c'est majeur. L'hyperthermie, elle était en proportion très importante au départ, mais elle est de moins en moins. Et bon, il y a des passages, puis ça revient à la base. La chimiothérapie, ça ondule, la survie est de plus en plus importante aussi. Alors ça peut nous donner une idée, c'est joli, c'est pas opérationnel, je suis d'accord avec vous. Alors, pour être opérationnel, il y a un certain nombre de choses qui convient de prendre en compte, et notamment il y a une science qui s'appelle la bibliométrie. Alors la bibliométrie a été mise ça fait depuis le début du XXe que les gens essayent de faire de la bibliométrie. Les premiers éléments, c'était de la force brute, c'est-à-dire la production d'articles, ou le SIGAPS en fonction de l'impact factor par rapport à la revue, etc. Et puis il y a eu un physicien de l'Institut Max Planck qui à un moment donné dit qu'il fallait peut-être tenir compte de la citation, et donc du nombre de citations. Et donc il a créé l'index de H, de Hirsch, qui s'appelle Jörg Hirsch, et donc il a créé l'index H pour mesurer le niveau de citation des articles. Alors c'est simple, l'index H, vous avez fait un article vous avez été cité une fois, vous avez 1. Vous avez fait 10 articles qui ont été cités une fois, vous avez 10. Vous avez fait 50 articles, il y en a 3 qui ont été cités, vous avez 3. Et donc à partir de là, on a, là c'est un peu plus compliqué, parce que là j'ai fait partir la végane pendant 5 heures pour tourner, pour récupérer l'ensemble des paramètres qui sont sur le réseau des articles, pour savoir mesurer les citations, etc. Et on obtient un H-index, avec l'index de citation, qui est comme ça. Alors ça s'appelle un core diagramme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tous les noms des auteurs cités qui sont dans le top. J'en ai pris les 1000 auteurs sur les 15 dernières années qui ont travaillé autour de la carcinose. Sur ces 1000, j'en ai pris les 300 premiers. Et sur ces 300 premiers, ils sont classés selon le H-index. La couleur, c'est le pays. Et on voit ici qu'on a effectivement des choses qui sont manifestes. On a des gens qui produisent et qui sont peu cités. Je ne sais pas combien ils produisent, mais en fait, ils sont peu cités. Il y a des gens qui produisent certainement beaucoup et qui sont beaucoup cités. Et quand on fait ce classement, on repère en fait des poches de gens
avec des recherches qui sont marquantes, qui sortent sur les diagrammes. Le problème du H-index, c'est qu'en fait, il ne va pas faire la différence entre un jeune auteur qui va publier beaucoup et de façon pertinente sur 5 ans, et un chercheur qui a une longue carrière, qui au fin de compte, il va faire 30 ans de carrière, et il va avoir un H-index super élevé. Donc en fait, il y a la première des choses, c'est qu'on fait une normalisation pour enlever les autocitations, parce que les gens aiment bien se citer, s'autociter, et ça il faut les balayer. Et puis après, on calcule deux autres paramètres qui sont l'H-index de base, et on le compare au M-quotient. Alors le M-quotient, c'est un autre calcul algorithmique qui permet, lui, de le prendre en compte que la partie de carrière où on était effectivement très efficace. Et puis le G-index. Alors le G-index, c'est quelque chose sur la notoriété. Quelqu'un peut publier un article qui est cité 50 000 fois, et bien il risque d'avoir le même H-index, voire moins, que quelqu'un qui a fait 50 articles cités une fois. Or, ça, il faut le mesurer, et c'est grâce à une méthodologie où on peut extraire sur les bases de données de PubMed le G-index. Alors tout ça, ça a un intérêt, c'est-à-dire que quand on prend tous ces paramètres, tous ces facteurs ensemble, et qu'on fait un tri-exploit, on s'aperçoit qu'il y a un graphe qui nous montre qu'il y a des typologies un peu différentes. Alors, ça se lit comme ça. Il faut lire sur la hauteur. Prenez le G-index, c'est la hauteur qui vous donne la puissance. C'est-à-dire que là, ici, c'est ceux qui ont les G-index les plus forts. Là, le M-quotient, c'est celui-là. Donc là, c'est cela. Le M-quotient, je vous dis, c'est la capacité de publier sur un temps relativement court. Donc c'est la recherche des pépites, des jeunes auteurs qui publient de façon active sur 5-10 ans. Ici, c'est le gros de la troupe, c'est-à-dire ceux qui publient moyennement, qui sont recités moyennement et qui sont notoriété moyenne. Bon, enfin, on y est tous, moi j'y suis peut-être un peu moins encore. Et puis le G-index, c'est celui qui a fait 3 articles, mais qui lui, il a fendu la caisse, quoi. Et lui, c'est celui qui est le plus haut. Bon, ça, c'est pas très parlant. Maintenant, si on veut un truc, quelque chose de plus opérationnel là-dessus, c'est là que j'ai interpellé hier à Big Run App et notre ami Marc, c'est que voilà. Là, en fait, on a les 3 éléments. La surface représente l'H-index, c'est-à-dire le mec, il a produit des articles. Ces articles ont été cités un certain nombre de fois, mais je les croise avec les données et on fait un clustering en fonction du M-quotient et du G-index. Et là, très clairement, on a en haut les gens qui sont performants. Ils publient, ils sont très cités, et ils sont cités sur une courte période. Là, on a les gens très renommés. Ceux-là, ils ont publié correctement, et ils sont très renommés. Et puis là, on a le groupe. Dans ce groupe-là, il y a 2 niveaux. Il y a ce groupe des rouges, là, c'est moi, les besogneux, ceux qui publient pas forcément beaucoup et qui ne sont pas trop cités. Après, il y a ceux qui commencent à se détacher. Et c'est ça où c'est un outil qui permet du management stratégique. Ce que je disais, c'est qu'en fait, ça peut être vu niveau micro, unité de recherche, niveau méso, une région, niveau macro, au niveau de l'établissement d'un pays ou de Big Run App. Pourquoi ces gens-là sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes chercheurs, je vais les orienter là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Qu'est-ce qu'ils font pour être aussi bons en peu de temps? Et c'est là où nos jeunes chercheurs, nos unités, il faut nous valoriser, il faut être visible dans la mesure où on peut cibler les gens qui deviennent performants. J'ai pas fini. Alors ça, je vous ai présenté l'année dernière, je vous avais présenté une base de données qui était l'intelligence artificielle qui permettait de répondre en fait à un certain nombre de questions. Et donc, bon, je l'ai mis parce que ça fait partie du big data aussi, même si ce n'était pas du big data au sens volumétrique, les données étaient toutes structurées. Donc on prend la base de données, on nettoie un pré-processing, c'est ce qui est le plus long généralement, on détermine l'algorithme, on règle les algorithmes, le paramétrage, et puis on a des résultats qu'on mesure avec des courbes de performance, et puis derrière on déploie une web app, et puis après on la laisse tranquille, travailler. Alors il ne faut pas, je crois que c'est l'intelligence artificielle d'IBM qui commençait à raconter des trucs un peu particuliers récemment qu'ils ont débranchés, donc il ne faut effectivement pas raconter n'importe quoi, parce qu'après on peut faire dériver le système. Et puis, alors là ça c'est l'interface de mon outil préféré, c'est RStudio. Et donc là, si j'appuie là, je tombe sur une web app que j'ai faite, et que j'ai faite pour Big Run App. J'ai utilisé la base Big Run App qu'on m'avait donnée. Alors sur cette base-là, il y a 1800 patients, des tumeurs rares péritonéales. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, c'est un système de carte de contrôle. Cette carte de contrôle me permet, si je cherche ça, je regarde le failure, et j'ai ça. J'équilibre les paramètres logiques par rapport à la littérature. Et qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de ce que vous avez dans certains articles, de la learning curve, sur la partie initiale. On a 2 hypothèses, H0, H1.
H0, c'est l'hypothèse recevable dans laquelle on doit être en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, sur les complications, là j'ai pris la morbide mortalité, et H1 au-dessus, il ne faut pas dépasser. On a un processus qui est hors de contrôle. Alors là, en l'occurrence, c'est l'expérience de tous les centres français sur les tumeurs rares du péritoine, les 1870 patients. Généralement, on voit que si on pense raisonner en termes de learning curve, l'ensemble des patients, l'ensemble des groupes, on a à peu près une learning curve qui est à peu près à 100. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Il faut le concevoir comme une carte de contrôle. C'est un outil de pilotage opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends maintenant avec une stratification et que je dis, je veux savoir ici. Ici, j'ai... alors, c'est toujours du temps réel, hein, c'est pour ça Big Data, parce qu'en fait, on traite en temps réel. Et ça vous permet d'avoir, ici, c'est par catégorie de centres. Les centres, je les ai classés en 3. Ceux qui avaient une expérience de moins de 50 patients, ceux qui avaient entre 50 et 100, et ceux qui avaient plus de 100. On s'aperçoit de deux choses. La première, c'est qu'ici, on répond à ce que vous appelez la learning curve. Mais ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est après. Après, c'est un suivi de pilotage, comme en aéronautique, quand ils fabriquent des pièces, ils surveillent que ça ne dérive pas. Et là, on voit très clairement qu'en termes de complications, on a une maîtrise des processus, globalement. Donc là, on n'est pas très inquiet, même si, parce qu'on se fixe avec des paramètres concernant la littérature. On peut resserrer les paramètres. Hein. Si on devait, par exemple, se dire qu'on fixe des paramètres de complication inacceptables qui soient, par exemple, aux alentours de 15%, je mets là, voilà, on modifie légèrement le calibre, et en fait, on a un tel volume qu'en fait, on voit très bien qu'on est en maîtrise de processus là. Alors, qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit, ce qui est curieux, c'est que ceux qui ont le plus d'expérience, ils ont finalement atteint leur curve plus tard. Mais en fait, quand on réanalyse les choses, c'est que ces gens-là, d'abord, ils ont commencé avant les autres. Et donc, ils se sont pris toutes les complications avant. Et les deuxièmes qui en fait, ont une courbe qui croise avant, ils ont bénéficié du tutorat des premiers. Et ça a été très bien montré par Shigeki Kusamura à Milan, où il avait fait une expérience de tutorat avec des améliorations de learning curve. Mais moi, je me dis que, par contre, cet outil est un outil de surveillance de processus. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans un service, dans un serveur pour un big run, pour surveiller tous les centres. Alors c'est sûr que c'est dangereux, mais ça peut permettre aussi, par exemple, si on regarde, là je stratifie, je vais chercher les complications respiratoires, ici, ou plutôt chirurgicales, non là ça va. Ça bouge pas. On a des petites variances parce que disons que la maîtrise des complications, parfois, peut poser problème. Donc on voit ici, par exemple, là il y a la maîtrise des processus. Quand il n'y a pas de complications respiratoires, on voit qu'on a une maîtrise du processus. Par contre, là on doit être interpellé en haut, c'est qu'on a une dérive sur les complications respiratoires, ça veut dire que le processus n'est pas maîtrisé. Ça veut dire qu'il faut retourner dans l'équipe, ou dans le service, ou au niveau d'un centre, pour savoir pourquoi. Et c'est un outil de pilotage, en fait, opérationnel, dans la suivi d'un paramètre qu'on s'est fixé. Voilà, je vous remercie, ça se termine comme ça. C'est juste pour montrer qu'en fait, avec le Big Data, on peut faire des choses qui sont imagées, qui nous permettent de nous donner une idée de ce qui se passe dans la réalité en manipulant énormément de données, mais aussi ça peut être un outil de management opérationnel, et un outil de pilotage aussi au niveau d'un service, d'une unité, etc. Merci.